Donc, c'est l'heure de commencer. Je vous propose de commencer la série sur la logique, parce que maintenant, comme on a terminé le cours, nous avons suffisamment de temps, Inch'Allah, pour voir les contrôles, pour voir tous les exercices qui se trouvent sur le document que vous avez. Donc, je vous propose de commencer quelques exercices sur la logique. Donc, vous pouvez passer à la série de logique. C'est la page 9. Et on va commencer par le premier exercice. Alors, le premier exercice, vous avez une proposition, c'est P et Q implique R. Et on va, vous avez devant vous plusieurs propositions. On cherche un équivalent de cette proposition. Alors, je vais le noter au tableau. Vous avez P et Q implique R. Vous avez P et Q implique R. Et donc, parmi les 6 propositions que vous avez, A, B, C, D, E, F, il y a une seule qui est équivalente à cette proposition. Et donc, la meilleure façon pour travailler avec l'implication, c'est la traduire avec P implique Q, c'est non P ou Q. C'est-à-dire qu'on va utiliser cette propriété-là, A implique B, c'est la même chose que non A ou B. C'est mieux de travailler avec ou parce que nous avons beaucoup de propriétés faciles avec lesquelles on peut jouer. Et donc là, vous avez A, et là, vous avez B. Et donc, ceci il est équivalent à non A ou R. Et donc, ici, vous avez P et Q. On connaît comment prendre la négation de P et Q. C'est non P ou non Q. Donc, vous avez non P ou non Q ou R. Alors, à ce moment-là, on voit très bien le jeu, parce que ou, c'est un opérateur c'est une opération qui est commutative et associative. Donc, on peut jouer comme on veut ici. Il suffit de regarder quelle est la plus proche parmi les propositions que vous avez, qui va donner, ce qui va donner A, B, C, D, E, F. Donc, essayez de voir. Ici, on va mettre non Q ou R entre parenthèses. Voilà, on va mettre, parce que c'est associatif, on va mettre P bar ou Q bar ou R. Et donc ça, on sait ce que ça donne. Ça donne Q implique R. Donc là, je vais effacer tout d'abord les grosses. Donc, vous avez ici, ça veut dire Q implique R. Donc, vous avez P bar ou. Et donc, là aussi, c'est P implique ça. Donc, P implique Q implique R. Et donc, on trouve, c'est la réponse B. Donc, ça, c'est la réponse. C'est la réponse B. Donc, pour pouvoir répondre à la question lorsqu'il y a une implication, la meilleure façon, c'est de traduire une implication par cette proposition. Ensuite, vous traduisez, et avec ou, on a la possibilité de jouer comme il faut,
confortablement, parce que où il est commutatif associatif, il suffit de voir quel est l'emplacement qui est convenable pour retrouver l'une des propositions que vous avez ici. Donc, on a retrouvé la proposition B, donc c'est la réponse correcte. Donc, réfléchissez un petit peu si vous avez des questions. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va passer à la question 2. Donc, dans la question 2, nous avons une propriété qui, vous allez la voir en cours d'analyse, une partie A, quand est-ce qu'elle est dite fermée. Ce qui nous intéresse, c'est seulement la proposition. Nous avons cette proposition-là, quel que soit X n'appartenant pas à A, il existe Y positif tel que l'intervalle X moins Y, X plus Y, inter A est égal à l'ensemble. Voilà, donc c'est cette proposition à laquelle on s'intéresse, la proposition P. La proposition P, ça veut dire que A, elle est fermée. Et donc, dire que A n'est pas fermé, ça veut dire que c'est non P. Donc, il faut chercher non P. Donc, on va chercher non P. Donc, nous avons dit quel que soit, ça devient il existe. Il existe X n'appartenant pas à A. Il existe Y, ça devient quel que soit Y positif, et la négation de cette propriété égale l'ensemble vide, c'est différent de l'ensemble vide. Donc vous avez X moins Y, X plus Y inter A, c'est différent de l'ensemble vide. Alors bien sûr, il faut se concentrer sur ça et voir, parmi les propositions données, qui parmi ces propositions, qui va exprimer cette condition. Et bien sûr, avec aussi cette propriété-là. Remarquez ici, il existe X quel que soit, on ne peut pas les permuter. Donc, si vous regardez dans les réponses, s'il n'y a pas il existe quel que soit, il faut barrer. Donc, il existe quel que soit, on va le retrouver dans la réponse C. Non, c'est parce qu'il existe X n'appartenant pas à A. Donc, il existe X n'appartenant pas à A. Où est-ce qu'on va la retrouver? C'est dans la réponse F. Quel que soit Y positif, donc c'est la réponse F. Maintenant, il faut traduire ça. Qu'est-ce que ça veut dire? L'intersection avec A n'est pas vide. C'est-à-dire que l'intervalle n'est pas inclus dans A. N'est pas inclus dans le complémentaire. Je vais vous faire un dessin. Vous avez, voilà l'ensemble. E. Voici A. Et voilà le complémentaire. Donc, si l'intersection avec A n'est pas vide, donc il va exister une partie de cet intervalle, on va l'appeler I. I va être comme ça. Il y a une partie ici qui n'est pas vide. Parce que l'intersection de I avec A n'est pas vide. Donc, ça veut dire que cet intervalle n'est pas contenu dans le complémentaire. C'est ça la traduction. Parce que s'il est contenu dans le complémentaire, l'intersection va être vide. Mais on va la traduire autrement. Je vais effacer le dessin et je vais écrire qu'est-ce que ça veut dire ça. Alors, cette proposition, on va l'appeler Q, ça. On va l'appeler Q. Qu'est-ce que ça veut dire Q? Qu'est-ce que ça veut dire? L'intersection n'est pas vide.
Qu'est-ce que ça veut dire? Deux ensembles, ils ont une intersection qui n'est pas vide. Ça veut dire qu'il existe un élément qui appartient aussi bien à cet ensemble qu'à cet ensemble-là. Donc Q, ça veut dire qu'il existe un Y qui appartient en même temps à A et Y appartient à l'intervalle X moins epsilon, X plus epsilon. C'est ça ce que ça veut dire, différent des vides. Ça veut dire qu'il existe un élément qui se trouve dans A et qui se trouve dans l'intervalle. Maintenant, la seule proposition qui est valable, qui commence par cette phrase, il existe X n'appartenant pas à quel que soit epsilon, la seule, c'est la réponse F. Donc, il faut voir qu'est-ce que ça veut dire. L'intervalle n'est pas contenu dans le complémentaire. Je vais l'écrire ici. Qu'est-ce que ça veut dire? On va l'appeler S. Qu'est-ce que ça veut dire l'intervalle X moins epsilon, X plus epsilon n'est pas contenu dans le complémentaire? Monsieur, c'est-à-dire, il existe un Y, par exemple, qui appartient aux premiers intervalles et Il n'appartient pas ici. qui n'appartient Pas à pas au complémentaire. Il existe Y appartenant à X moins epsilon, X plus epsilon, et Y n'appartient pas au complémentaire. Mais qu'est-ce que ça veut dire Y n'appartient pas au complémentaire? Donc ça veut dire qu'il appartient à A. C'est que Y appartient à A. Voilà. Donc si vous regardez cette écriture et cette écriture, c'est la même chose. Donc ça, on l'a écrit élément par élément, mais on peut voir seulement le dessin. Le fait d'avoir l'intersection n'est pas vide, ça veut dire qu'il n'est pas contenu dans le complémentaire. Mais nous, on l'a expliqué avec les éléments. Donc, le fait que ceci ne soit pas vide, ça veut dire qu'il existe un élément qui appartient à A, qui appartient à l'intervalle. Y appartient à A, ça veut dire que Y n'appartient pas au complémentaire. Et donc, vous avez les deux phrases qui représentent la même chose. Et donc, la réponse correcte, c'est la réponse F. Donc ici, c'est la réponse F qui est correcte. Alors, je vous dis ici, dès le départ, parce que ces deux ne peuvent pas commiter, il existe X, quel que soit epsilon, donc il faut chercher le début de la phrase qui va marcher. Donc déjà, la seule qui va marcher, c'est seulement F. C'est la réponse F. C'est la seule qui a ce début-là. Et donc, il suffit de s'assurer que cette assertion, elle est équivalente à cette assertion-là, ce qui est facile. Ou bien vous mettez un dessin, ou bien vous écrivez ce que ça veut dire. Vous allez voir que ça va donner la même chose. Donc, pourquoi ce genre d'exercice? Parce qu'effectivement, comme je vous ai dit, le raisonnement, ça va se compliquer par la suite pour vous, c'est-à-dire aussi bien en deuxième année, en troisième année. Et notre cerveau doit être habitué à manipuler différentes façons inhibées. Donc, ce n'est pas la même chose comme les exercices, comme j'ai dit, les exercices simples, où vous avez à faire un calcul direct ou à vérifier quelque chose directement. Mais par la suite, vous allez avoir à manipuler une composée d'idées. Donc, il faut savoir les manipuler de différentes manières. Donc, c'est ça la question 2. Donc, je vais attendre aussi si vous avez des commentaires. Alors, la question 3, qu'est-ce qu'ils disent? Parmi les propositions suivantes, une seule proposition, elle est vraie. Donc, il faut discuter chaque proposition jusqu'à ce que vous trouviez la réponse correcte. Donc, on va voir la première. C'est la proposition, c'est la question 3. On va voir la réponse A.
il existe A positif, quel que soit epsilon positif, nous avons A qui est inférieur à epsilon plus sinus epsilon. Donc, c'est ça la proposition. Il faut voir, est-ce que celle-ci est vrai ou est-ce qu'il est fausse. Donc, il faut bien comprendre le sens de cette proposition. Il existe un A. Donc, vous avez un A strictement positif. On suppose son existence, tel que, quel que soit epsilon positif, A est mineur epsilon plus sinus epsilon, quel que soit epsilon positif. C'est-à-dire que la fonction que vous avez ici, la fonction f epsilon, elle est minorée par A sur l'intervalle 0 plus l'infini. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Monsieur, c'est faux. C'est faux. Oui, c'est faux parce que cette fonction, lorsque epsilon tend vers 0, c'est égal à 0. Donc, si il est vrai, quel que soit epsilon positif, on va avoir A qui est inférieur ou égal à la limite de f de epsilon lorsque epsilon tend vers 0 plus. Or, la limite, c'est 0. Et nous, on suppose que A est strictement positif, ce qui est faux. On ne peut pas avoir un réel strictement positif qui soit inférieur à f de epsilon, cette fonction, quel que soit epsilon positif. Parce que la fonction, lorsque epsilon tend vers 0, c'est égal à 0, et donc A ne peut pas être inférieur ou égal à 0. Et donc, cette proposition, elle est fausse. Par contre, si vous écrivez, quel que soit epsilon positif, il existe A, est-ce que ça va être vrai? Si vous écrivez maintenant, vous permutez ces deux. Quel que soit epsilon positif, il existe A positif, tel que A est inférieur à epsilon plus sinus epsilon. Oui, cette proposition est vraie. Elle est vraie, parce que ce terme-là, pour epsilon strictement positif, epsilon petit, ceci va être strictement positif. Donc, je peux choisir toujours un réel A compris entre 0 et epsilon plus sinus epsilon. Donc, la proposition ici est vraie. Bien sûr, ici, pour epsilon très petit, parce que si vous prenez epsilon est égal à pi sur 2, c'est pas pi sur 2, 3 pi sur 2, 5 pi sur 2. Si vous prenez epsilon est égal à 5 pi sur 2, qu'est-ce qu'on va trouver ici? Ça dépend, il faut voir, parce qu'il se peut que cette fonction va donner une valeur négative. Parce que le sinus, il prend des valeurs négatives, il peut prendre la valeur moins 1. Mais pour répondre à cette question, pour vraiment répondre à cette question correctement, il faut étudier cette fonction-là. Pour voir exactement est-ce que cette fonction ne prend pas des valeurs négatives. On peut étudier, si on a le temps, on étudie cette fonction, c'est pas grave, pour bien répondre à cette question. Parce que pour epsilon très petit, c'est pas grave. Ceci est différent de 0, on peut toujours trouver un A qui soit compris entre les deux. Mais pour être sûr, il faut étudier les variations. Alors, on va les faire. Parce que ce n'est pas une fonction difficile. Je vais étudier la fonction f de epsilon est égal à epsilon plus sinus epsilon. Donc, quelle est la dérivée? C'est égal à 1 plus cosinus epsilon. Et ceci, c'est toujours supérieur ou égal à 0. C'est bien, c'est un bon signe. Comme ça, on va être sûr que la fonction que vous avez ici, même si sinus peut prendre des valeurs négatives, la fonction va rester positive. On va le voir. Donc, si vous faites la table de variation, ici 0,
ici plus l'infini, ça c'est epsilon. Et donc, les points où s'annule cosinus epsilon, c'est en moins pi, par exemple. C'est une fonction qui est périodique. La dérivée, c'est une fonction périodique. Donc, il va s'annuler en tous les points de la forme plus pi plus 2k pi. Donc, il va s'annuler ces points-là, c'est pas grave. Ici, pi, 3 pi. Donc là, vous allez avoir la dérivée, c'est f', mais elle est toujours positive. Et donc, la fonction f, elle est toujours croissante. Quelle est la valeur en 0? La valeur en 0, c'est 0. Et donc, je suis sûr que la fonction, elle est toujours strictement positive. Voilà. Donc, ici, f de epsilon, elle est strictement supérieure à 0 pour epsilon supérieur à 0. Et donc là, nous sommes sûrs maintenant qu'il ne va y avoir aucun problème parce que la fonction, elle est croissante. La fonction, si vous la dessinez, donc en 0, c'est 0. Là, c'est pi. Et la valeur en pi, c'est moins 1 plus pi. C'est toujours une valeur positive. Il y a juste ici un point de... Donc la fonction, elle est comme ça. Et donc, vous avez f de epsilon, elle est toujours strictement positive pour epsilon positif. Et donc, maintenant, on va être sûr pour dire la chose suivante. Quel que soit epsilon positif, je suis sûr qu'il existe un A positif tel que A est inférieur à epsilon plus sinus epsilon. Donc, cette proposition elle est vraie, mais la proposition, la négation, c'est la négation, la proposition qu'ils ont donnée A, elle est fausse. Donc, la proposition A, elle est fausse. On va voir maintenant B. J'efface. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la question B? Quel que soit, il existe A positif, c'est la réponse B. Quel que soit epsilon positif, nous avons A qui est inférieur à epsilon plus 1 sur epsilon. Monsieur, on peut faire la négation de cette proposition et voir s'il est vrai ou faux. Oui, c'est possible. Alors, on va suivre ta méthode. Alors, ça, c'est B. On va voir non B. C'est quel que soit A positif, il existe epsilon positif tel que A, elle est supérieure ou égale A supérieur ou égal à epsilon plus 1 sur epsilon. Quel que soit A. Là, c'est la même chose. On va pas pouvoir répondre si on ne fait pas l'étude de la fonction. Ici, l'étude de cette fonction, il va s'imposer. Pour répondre à B ou à non B, il faut faire une étude de cette fonction-là. C'est la seule façon pour répondre à cette question. Parce que cette fonction, on voit lorsqu'epsilon tend vers 0, ça tend vers l'infini. Lorsqu'epsilon tend vers plus l'infini, ça tend aussi vers plus l'infini. Et donc là, nous sommes obligés d'étudier, que ce soit B ou non B, nous sommes obligés d'étudier les variations de cette fonction qu'on va appeler f epsilon. Monsieur, on peut seulement, monsieur, donner un contre-exemple. Oui. Comment vous avez... Ici ou là? Pour B bar? Non, La deuxième. Non, Hein? le deuxième. La deuxième. Le deuxième. Alors, quel est le contre-exemple que vous allez donner? 1 sur epsilon. Là, il faut quel que soit A. Donc, pour donner un contre-exemple, il faut donner un A positif. C'est ça le contre-exemple. Pour B bar, un contre-exemple, il faut donner un A, tout d'abord, qui vérifie ceci. Parce que le contre-exemple pour B bar, c'est B. Le contre-exemple pour B, c'est B bar.
Donc, est-ce que vous pouvez donner un exemple ici ou un exemple là? B bar. Alors, Béba, quel est l'exemple que vous allez donner? Donner A égale à A, epsilon égale à 1 sur epsilon. Attends, vous allez donner A comment? A. A1. Alors, qu'est-ce qu'il doit vérifier? Il doit vérifier ça, quel que soit epsilon. Alors, Oui. est-ce que 1, il est inférieur ou égal, il est inférieur à epsilon plus 1 sur epsilon, quel que soit epsilon positif. C'est ça ce qu'il faut démontrer. Pour dire que ceci est faux, vous allez donner un contre-exemple. Un contre-exemple, il faut donner un A, quel que soit epsilon positif, on doit avoir 1 inférieur à epsilon plus 1 sur epsilon. Alors, est-ce que ceci est vrai? Est-ce que epsilon plus 1 sur epsilon est toujours supérieur à 1? Non, c'est faux. Comment vous allez deviner? Alors, la seule façon pour ne pas avoir des doutes, c'est étudier la fonction. C'est la meilleure façon. Vous allez voir, vous allez comprendre la réponse directement. Donc, je vais passer ça. Monsieur, Connoté f de x. monsieur, Alors, oui. on donne Connoté à f de x epsilon plus 1 sur epsilon. Moi, je vous conseille, pour avoir une réponse rapidement pour tous les étudiants, c'est étudier cette fonction. Parce que l'étude est simple et vous allez voir clairement ce qui se passe. J'ai un exemple, monsieur. Alors, attendez s'il vous plaît, on va faire la dérivée. C'est 1 moins 1 sur epsilon au carré, c'est epsilon au carré moins 1 sur epsilon au carré. Donc, on a la table de variation. Donc, vous avez ici epsilon et là f'. 0 n'est pas contenu dans le domaine de définition. Là, c'est plus l'infini et la dérivée s'annule dans le côté ici par 1. Donc, la dérivée s'annule ici. Là, c'est négatif et là, c'est positif. Et donc, la fonction f, elle est décroissante, puis elle est croissante. En 0, c'est plus l'infini. En plus l'infini, c'est plus l'infini. Et en 1, quelle est la valeur de la fonction? C'est 2. Donc, on va tracer pour voir. Donc, plus ou moins, le tracé du graphe, vous avez ici en 1, la valeur minimale de la fonction, c'est en 2. Donc, la fonction, il fait comme ça. Ça, c'est y, et ça, c'est x. Et ça, c'est la fonction y est égale à f de epsilon. Il vous dit, il existe A positif, tel que A est inférieur à f de epsilon. Est-ce qu'il existe un A qui est inférieur à f de epsilon, inférieur ou égal ou inférieur strictement, quel que soit epsilon positif? Monsieur, c'est 1. À n'importe quelle valeur ici. Vous prenez n'importe quel A ici, par exemple, vous pouvez prendre 1, là, c'est un minimum. C'est un minimum. Donc, vous prenez n'importe quel A, compris entre 0 et 2, ça va vous donner la réponse. Parce que la fonction, il vient de l'infini vers 2, c'est la valeur minimale, et puis il va reprendre vers plus l'infini. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Si vous choisissez A inférieur à 2, ça marche. N'importe quel A, vous prenez un A dans l'intervalle 0,2, ça va marcher. Vous allez avoir, quel que soit epsilon positif, vous avez A qui est inférieur à f de epsilon, c'est-à-dire epsilon plus 1 sur epsilon, et ceci, quel que soit epsilon positif.
Monsieur, il y a une autre méthode, monsieur. Oui, dis-moi. Monsieur, on peut dire, monsieur, quel que soit epsilon positif, epsilon plus 1 sur epsilon est supérieur ou égal à 2 fois la racine de epsilon fois 1 sur epsilon. Et comment vous avez trouvé cette valeur? Je vais écrire ce que vous avez dit. Vous avez dit, dis-moi, ce que Quel que soit epsilon strictement positif, Oui, epsilon plus 1 sur epsilon oui. est supérieur ou égal à 2 fois la racine de epsilon fois 1 sur epsilon. Racine de epsilon plus 1 sur Non, racine. non, c'est pas ça, monsieur. 2 fois la racine 2 fois la racine de epsilon fois la racine de 1 sur epsilon. plus 1 sur racine de epsilon Fois fois la la racine. racine. Voilà. Et cette formule, ça vient de a carré plus b carré est supérieur à 2 fois ab, c'est ça? Oui, monsieur, oui. Ça vient de la formule suivante. Vous avez x au carré plus y au carré moins 2xy, c'est toujours positif. Ça veut dire que x au carré plus y au carré, c'est supérieur ou égal à 2xy. Donc, vous avez appliqué ça à racine de epsilon et 1 sur racine de epsilon. C'est bien. Ça vous donne, remarquez bien, ça vous donne dans ce cas particulier une façon pour voir que cette fonction il est minorée par 2. C'est bien. Mais est-ce que c'est une méthode qui est générale? Non, c'est pas général. Voilà. C'est-à-dire, apprendre des méthodes qui sont générales, l'étude de fonctions, c'est une technique qui est très générale. Et c'est bien de voir les techniques qui sont générales. Comme ici, vous avez vu une idée, mais ce n'est pas évident de dégager des idées comme ça. C'est bien dans ce cas-là, mais si je vous donne une fonction f epsilon qui est complexe, qui est un peu difficile à manipuler comme celle-ci, vous allez être obligé à étudier les variations de la fonction et à voir ce qui se passe. Donc, c'est une méthode valable. Très bien, c'est valable. Mais personnellement, je préfère l'étude des variations. Comme ça, vous êtes très à l'aise, vous regardez ce qui se passe. Là, vous avez trouvé un minimum directement par le calcul, mais là, c'est avec les variations. C'est bien, les deux méthodes sont valables. Donc, la réponse, donc si vous êtes à l'examen et vous trouviez la réponse correcte, vous arrêtez, il ne faut pas perdre du temps à étudier les autres. Puisqu'ici, nous sommes en séance de travaux dirigés, on va étudier toutes les autres réponses. Donc maintenant, je suis sûr que la réponse correcte, c'est B. Alors, regardons maintenant C. Qu'est-ce qu'il y a dans C? On va refaire la même chose. Alors, on va écrire tout d'abord C. Qu'est-ce que ça veut dire C? Donc, ici, vous avez C. Alors, C, il existe A, quel que soit epsilon. A est inférieur à 1 sur epsilon. Alors, est-ce qu'on peut trouver un réel A strictement positif qui est inférieur à tous les 1 sur epsilon? Ce qui fait noter que f de x égale à 1 sur epsilon. Oui, f epsilon est égal à 1 sur epsilon. F' de epsilon égale à moins 1 sur epsilon carré. Voilà, donc on connaît déjà les variations, si c'est une hyperbole, les variations sont comme ça. C'est sûr est faux. C'est faux, parce que ceci, ça tend vers 0. Donc, si vous Oui. prenez un A ici, ça ne va pas être vérifié dans ce côté-là. Ici, il va y avoir un problème. Donc,
si vous supposez qu'il existe un A strictement positif qui vérifie quel que soit epsilon, vous avez ça, il suffit d'étendre epsilon vers plus l'infini, vous allez trouver que A est égal à 0. Et donc, ce n'est pas vrai. Donc, ça, c'est la fonction f de epsilon. Si vous prenez un A strictement positif, la fonction, il tend vers 0. Donc, il ne peut pas être inférieur et il ne peut pas être supérieur à A, quel que soit epsilon positif. Il y a un problème en plus l'infini. Parce que la fonction 1 sur epsilon, il tend vers 0. Donc, il ne peut pas être supérieur à A. Et donc, la réponse aussi, elle est fausse. Alors maintenant, on va voir la réponse D. Quel que soit Y appartenant à R étoile, et pour tout X appartenant à R étoile, quel que soit Z appartenant à R étoile, qu'est-ce qu'on peut avoir? Z moins XY est égal à Z. Z moins XY différent de 0. C'est la réponse D. Z moins XY différent de 0. Monsieur, là, on peut C'est faux. donner un واحد Y égale à واحد. Oui. Il suffit de prendre X égale à Y est égal à Z est égal à 1. Vous allez avoir Z moins XY est égal à 0. Donc, ce qui contredit cette phrase. On ne peut pas avoir Z moins XY différent de 0, quel que soit X, Y, Z. Ce n'est pas vrai. Donc, cette proposition, elle est fausse. Monsieur, c'est fait la contraire. Il faut trouver que la proposition est vraie. Alors, si vous mettez, bien sûr, si cette proposition D, elle est fausse, ça veut dire que la négation, elle est vraie. La négation, il existe X, il existe Y, il existe Z, tel que Z moins XY est égal à 0. C'est vrai. Il suffit de donner à X, Y, Z la valeur 1 et vous allez trouver que c'est vrai. Donc, la négation, elle est vraie. Alors, E, vous avez, il existe X appartenant à l'étoile, quel que soit Y appartenant à R étoile, quel que soit Z appartenant à R étoile, nous avons Z moins XY est égal à 0. Ça veut dire, est-ce qu'il existe un X tel que X est égal à Z sur Y, quel que soit Y et quel que soit Z? Non, c'est faux. C'est faux, monsieur. C'est faux. Clairement, c'est faux. Et donc, E, elle est fausse. Mais la négation est vraie. Bien sûr, chaque fois qu'une proposition est fausse, sa négation est vraie. Si E, elle est vraie, la négation, elle est fausse. La négation, c'est quoi? Quel que soit X, il existe Y, il existe Z, tel que Z moins XY différent de Z. Voilà, donc maintenant, la dernière dans cette question. Il existe X appartenant à R tel que X plus 1 égale à 0 et X plus 2 égale à 0. C'est faux. C'est faux. Bien sûr, il n'y On a va donner aucune- 1 égale à 2. Oui. Non, ici, il ne faut pas donner un contre-exemple. Là, si cette proposition est vraie, ça veut dire que X égale à moins 1. On ne peut pas avoir X plus 2 égale à 0. Et la même chose, si X plus 2 égale à 0, ça veut dire que X égale à moins 2, on ne peut pas avoir ceci. On ne peut pas avoir les deux. Parce que celle-ci, ça veut dire X égale à moins 1.
Et celle-ci, ça veut dire que x égale à moins 2. On ne peut pas avoir, il n'y a aucun x dans R qui vérifie en même temps x égale à moins 1 et x égale à moins 2. Donc, c'est bon. Mais monsieur, si Oui, monsieur, si on a ou au lieu de et. s'il y a ou, d'accord. Il existe x, tel que x égale à moins 1 ou x égale à moins 2. Bien sûr, c'est vrai. Maintenant, si vous laissez et vous séparez, vous dites il existe x appartenant à R tel que x plus 1 égale 0, ou et il existe x appartenant à R tel que x plus 2 égale à 0. Est-ce que cette proposition est vraie? Oui, Vrai, monsieur, oui. Il existe un x, c'est moins 1, et là aussi il existe un x, c'est moins 2. Donc, ça rejoint ce que nous avons appris dans le cours. Il ne faut pas distribuer il existe avec lui. Donc, ça c'est vrai, mais ça c'est faux. Mais monsieur, si on a fait quel que soit. Vous mettez ici quel que soit, Oui, avec cette phrase-là. oui. Ça, c'est encore plus faux que le reste, parce que quel que soit x, vous avez x égale à moins 1 et x égale à moins 2, non? D'accord. Si vous mettez quel que soit avec ou. C'est vrai. c'est vrai. Non. Oh. Est-ce que quel que soit x, par exemple 3, est-ce que 3 égale à moins 1? Non, 3 n'est Non. pas égal à moins 2. Donc, si vous mettez quelque chose, c'est aussi n'est pas vrai. Voilà, donc ça c'était la question 3. Alors, la question 4, on l'a fait dans le cours. C'est la continuité uniforme. Nous avons donné un exemple. Et est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la négation de, parce qu'on l'a fait aussi dans le cours. Vous avez la phrase est longue. Quel que soit epsilon positif, il existe état positif, quel que soit x, quel que soit y, x moins y inférieur. S'il vous plaît, fermez les micros. Celui qui a le micro ouvert, il le ferme, s'il vous plaît. Donc, quel que soit epsilon, il existe état, quel que soit x, quel que soit y. Dès que x moins y est inférieur à état, ça implique que f de x moins f de y est inférieur à epsilon. Et donc, nous avons vu la négation dans le cours. Donc, la négation doit commencer par il existe epsilon, quel que soit état. Et on voit que toutes les propositions données, ils commencent par la même chose. Il existe epsilon, quel que soit état. Très bien. Ensuite, il existe x, il existe y. Là aussi, toutes les propositions données, c'est-à-dire le début de la négation, elle est vraie pour toutes les propositions. Il existe x, il existe y. Maintenant, la différence va apparaître dans l'implication. La négation de l'implication A implique B, c'est A et non B. Donc A et non B. Donc on doit avoir x moins y inférieur à état. Donc il y a seulement 2 qui commencent par x moins y inférieur à état. Et f de x moins f de y, c'est strictement supérieur à epsilon. Donc c'est la réponse E. Donc je vais écrire ici la proposition et la négation qui est dans E. Donc je vais écrire la proposition P que nous avons, c'est quel que soit epsilon positif, il existe état positif, quel que soit x appartenant à R, quel que soit y appartenant à R. C'est là où il y a l'implication, c'est-à-dire x moins y inférieur ou égal à état implique f de x moins f de y inférieur ou égal à epsilon. Donc, la négation de cette phrase, elle est
il se trouve dans toutes les réponses. C'est-à-dire qu'il existe epsilon positif, quel que soit état positif, il existe x appartenant à R, il existe y appartenant à R. Donc, ce qu'il faut travailler, c'est ça, la négation de l'implication. Alors, A implique B. Quelle est la négation? Alors, non. Non, A et B. C'est A et non B. Donc, il faut prendre la négation de ceci. La négation, c'est A, c'est-à-dire x moins y inférieur à A, et non B. Non B, c'est f de x moins f de y supérieur à epsilon. Et donc, ça, c'est la réponse E. Donc, c'est la réponse E qui est valable. Alors, je vais vous raconter ici, par exemple, une situation où on utilise la négation de la continuité uniforme. C'est dans un raisonnement par contraposé. Je ne sais pas si vous avez fait ce théorème en analyse. Une fonction continue sur un intervalle fermé borné AB, elle est uniformément continue. Est-ce que vous avez fait ce théorème? Non, on n'a pas fait. Non. Non, monsieur. Alors, je vais vous le dire et en même temps utiliser cette négation pour vous dire, pour donner la démonstration. Je vais vous écrire le théorème en haut. Seulement, on va travailler seulement dans un intervalle. Ce n'est pas R. Vous avez une fonction f d'un intervalle AB, comme ça, dans R, qui est continu. Alors, ça implique que f, elle est uniformément continue. Alors, il y a un raisonnement, on va dire par l'absurde, c'est-à-dire on va supposer que f continue, mais f n'est pas uniformément continu. On va trouver une contradiction avec le fait qu'on travaille dans un intervalle AB fermé borné. Donc la négation, c'est ça. Il existe epsilon positif, quel que soit état, il existe x appartenant à i, y appartenant à i, tel que x moins y inférieur à état, et f de x moins f de y supérieur à epsilon. On doit trouver une contradiction. Donc ça, ce que je vous le donne comme ça, c'est à titre de complément d'information. Donc il faut exploiter cette proposition pour trouver une absurdité. Comment on va faire? Il existe epsilon, on ne peut rien faire. Voilà. Ça, c'est fixe. La négation, il nous donne un epsilon qui vérifie ça. Où est-ce qu'on va jouer? On va jouer ici. Parce que la proposition, il vous dit quel que soit état positif. Et donc, puisque c'est vrai, quel que soit état positif, je vais prendre un état particulier. Je vais prendre un état sous la forme 1 sur n. Puisque c'est vrai, quel que soit état, je vais prendre des états particuliers, un état qui s'écrit sous la forme 1 sur n. Donc, lorsque je dis il existe x, ça veut dire que pour chaque état, il va exister un x. Et la même chose, il existe y pour chaque choix de état, parce que c'est vrai, quel que soit état. Et donc, lorsque je dis état est égal à 1 sur n, je peux dire qu'il existe x indice n. Et là, il existe y indice n. Qu'est-ce qu'il vérifie ci-dessus? Xn moins yn, c'est inférieur à état qui est égal à 1 sur n. Et f de xn moins f de yn, il est supérieur à epsilon. C'est comme ça qu'on fait des démonstrations en mélangeant tout ça, la logique, les méthodes de raisonnement, les questions d'analyse. Et vous allez voir, on va utiliser le fait qu'on va utiliser une propriété importante des réels, c'est que de toute suite bornée, on peut extraire une suite convergente. C'est le théorème de Bolzano-Weierstrass. Vous avez fait ça? Oui. Le théorème de Bolzano,
qui dit chaque Déjà. fois que vous avez une suite bornée, je peux en extraire une suite convergente. Oui. Et donc, I, elle est bornée. Donc, vous avez deux suites dans cet intervalle borné. Donc, les deux suites sont bornées. Et donc, je peux en extraire deux suites convergentes. Donc, je peux extraire de Xn une suite convergente. Donc, vous avez X gamma n qui va converger vers alpha et Y gamma n qui va converger vers bêta. Et les deux, ils appartiennent à l'intervalle AB. Mais cette propriété-là, vous avez Xn moins Yn qui est inférieur à 1 sur n. Si vous passez à la limite de 1 sur n, c'est 0. Et là, la limite, c'est alpha. Et si la limite, c'est bêta, qu'est-ce qu'on en déduit? D'après ça, on déduit que la limite de Xn, c'est la même. Donc, vous avez alpha qui est égal à alpha est égal à bêta. Maintenant, on va utiliser la continuité. On va utiliser la continuité dans cette phrase. Vous avez f de x gamma n moins f de y gamma n. Ça, c'est supérieur à epsilon. Mais x gamma n, il converge vers alpha, d'après la continuité de f. Ceci, ça va converger vers f de alpha. Y gamma n, aussi, ça converge vers alpha. Et donc, f de y gamma n, ça va converger vers f de alpha. Quelle est la différence? C'est 0. On va trouver que 0 est supérieur ou égal à epsilon, ce qui est absurde. Alors, moi, je vous ai donné cette démonstration, ce n'est pas pour compléter le cours d'analyse, non, c'est pour vous montrer que la logique, à un certain niveau, il faut être prêt pour travailler ce jeu-là. C'est un jeu un peu complexe. Vous avez la définition de la continuité uniforme pour démontrer que une fonction continue sur un intervalle fermé borné. Qu'est-ce qu'on a utilisé? Tout d'abord, l'absurde. L'absurde, il nous a aidé à faire quoi? Il nous a aidé à trouver deux suites. D'après le terme de Bolzano-Weierstrass, ces deux suites, on peut en extraire des suites convergentes. Et d'après tout ce que nous avons fait, on a déduit une absurdité. Donc, c'est comme ça que les démonstrations se passent à un certain niveau de calcul, de raisonnement. Donc, c'était juste un exemple. Donc, on va s'intéresser à la question 5. Vous avez une proposition et il faut chercher la négation. Pourquoi j'insiste sur la négation? Parce que ça se retrouve beaucoup dans les raisonnements par l'absurde ou par contraposé. Donc, qu'est-ce qu'il dit la proposition? T, quel que soit x, il existe y. Tel que P implique. Qu'est-ce qu'il implique? Q ou R. C'est-à-dire, si vous avez P, alors nécessairement, vous avez Q ou R. Donc, la négation, il doit commencer nécessairement par il existe X, quel que soit Y. Les propositions qui commencent par autre chose, ils sont refoulées dès le départ. Donc, une négation, il doit commencer par il existe, quel que soit Y. Maintenant, je vais m'intéresser à la négation de P implique Q ou R. P implique Q ou R. Donc, comme je vous ai dit, pour bien manipuler l'implication, il faut revenir au fait que A implique B, sinon A ou B. Et donc, on va appeler ça S. Quelle est la négation de S? La négation, c'est P et non ça. C'est-à-dire, vous avez A implique B, ça veut dire c'est non A ou B. Donc, la négation de ça, c'est A et non B. Donc, la négation de S, c'est P et non ça. Q ou R, c'est non. Donc, quelle est la négation de S? C'est P et quelle est la négation de U? C'est E. Donc, c'est Q bar, c'est non Q et non R.
C'est bien de tomber sur ça parce que et, c'est un opérateur qui est associatif et commutatif. Donc, il suffit de voir parmi les propositions que vous avez, quelle est la plus proche avec toujours, bien sûr, il existe X, quel que soit Y. Il existe X, quel que soit Y. Donc, vous avez, voilà, c'est ça. C'est la réponse, on le trouve exactement dans la réponse 5. Dans la réponse 5, vous allez avoir il existe X appartenant à E, quel que soit Y appartenant à E. Alors, vous avez non Q, parce que c'est commutatif, et non R et P. Donc, c'est exactement la réponse 5. Donc, on a suivi la règle de la négation. Quel que soit, ça devient il existe Y, c'est quel que soit Y. A implique B, c'est A et non B. Et donc, vous appliquez et vous trouvez exactement, c'est la réponse 5. Alors maintenant, on passe à la question 6. Inch'Allah, la prochaine fois, on va commencer les contrôles. C'est-à-dire, nous allons prendre contrôle par contrôle et on va essayer de le faire. Donc, je vous conseille, pour s'entraîner, chez vous, prenez 1h30 pour faire un contrôle, sans voir les solutions, bien sûr, pour vous tester. Donc, on va commencer par le contrôle 2020. On va aller comme ça, contrôle 2020, rattrapage 2020, ensuite contrôle 2019, et on va descendre les 3 dernières années, tous les contrôles et tous les rattrapages. Donc, pour vous habituer à l'examen, donc ça va être du même genre. Donc, chez vous, prenez 1h30 exactement avec la montre et essayez de faire le contrôle janvier 2020, c'est-à-dire le contrôle normal. La prochaine fois, Inch'Allah, on pourra le corriger. Le mardi. Le mardi, n'oubliez pas que nous avons terminé le cours, donc on va faire les travaux dirigés le mardi et le jeudi. Donc, la question 5, vous avez des assertions. Est-ce qu'ils sont vrais, est-ce qu'ils sont fausses? On va voir, c'est pas difficile, c'est la question 6. Il existe X appartenant à R, quel que soit Y appartenant à R, vous avez X plus Y qui est strictement positif. Alors, on ne peut pas avoir un X qui est supérieur à moins Y, quel que soit Y. Ce n'est pas possible. Parce que quel que soit Y, ça va donner ici plus l'infini. On ne peut pas avoir un X fixe, ici, qui soit supérieur à tous les nombres réels. Est-ce qu'il y a un nombre réel X qui est supérieur à tous les nombres réels? Non. Et donc là, c'est tous les nombres réels. Ce n'est pas possible. Donc ça, c'est faux. Quelle est la négation? Quel que soit X appartient de R. Voilà. Il existe Y d'appartient de R. X plus Y inférieur à 0. Voilà. X plus Y inférieur ou égal à 0. En effet, vous prenez n'importe quel X, il existe toujours un Y qui est inférieur ou égal à moins X. Par exemple, vous prenez un X quelconque. Là, c'est quel que soit. Il existe Y. Vous pouvez prendre moins X. Y égale à moins X moins 1. Par exemple, il existe toujours un réel qui est inférieur à moins X. Donc ça, c'est vrai. C'est la négation, c'est vrai.
Donc, ici, l'exercice est simple. Je vous laisse faire parce que c'est très simple. Il n'y a pas de choses compliquées. Je vais passer directement à la question 7, qui est un peu plus délicate, plus difficile. Parce que ça a besoin de voir le schéma, de voir ce qui se passe. Et donc, on va faire un schéma. Donc, on va passer à l'exercice 7. Voilà. Donc, l'exercice 7, on va faire un dessin pour bien comprendre. Parce que parfois, le dessin, il sert beaucoup à comprendre les exercices. Donc, il faut savoir faire des dessins. Et bien sûr, des dessins qui sont corrects. Donc, là, dans l'exercice 7, le domaine dans lequel on se place, c'est R2. Donc, vous êtes dans R2. X, 0, l'origine, Y, donc ça, c'est R2. Alors, on se donne deux parties. La partie F1, c'est quoi F1? C'est l'ensemble des points qui ont un ordonnée négatif ou nul. L'ordonnée, c'est ça. Donc, F1, c'est le demi-plan inférieur. C'est ça, F1. Donc, je vais prendre ça, c'est F1. Ça, c'est F1. Maintenant, F2. F2, c'est l'ensemble des points tels que x, y, supérieur ou égal à 1 et x positif. Donc, x positif, c'est de ce côté-là. Et x, y, supérieur ou égal à 1, ça veut dire que y, il est supérieur à 1 sur x. Ici, il faut prendre x strictement positif, parce que x égale à 0, c'est pas vrai. Si vous prenez x égale à 0, 0 fois y, c'est 0, n'est pas supérieur ou égal à 1. Donc, nous sommes dans le côté x strictement positif. Et il faut chercher quels sont les points tels que y, il est supérieur à 1 sur x. Donc, il faut dessiner le graphe de 1 sur x. Donc, voilà le graphe de 1 sur x. Ça, c'est y est égal à 1 sur x. Je le recopie en noir. Est-ce que vous voyez le vert? Non, Oui. Non. non. Un peu. كيفاش بزاف صايد دابا مزيان Merci. Voilà. Donc ça, je vais vous expliquer pourquoi ça c'est F2. Ça c'est F2, ça c'est F1. F1, vous l'avez compris. Pourquoi F2, c'est cette partie-là. Donc si vous prenez un point ici, X, Y, à quoi est égale cette valeur-là? Ça, c'est la fonction 1 sur x. Donc, si vous prenez x, quelle est son image? C'est 1 sur x. Oui. Donc, ici, vous avez 1 sur x. Et donc, ce point xy, est-ce qu'il vérifie la propriété, c'est-à-dire y supérieur à 1 sur x? Oui, oui. Y supérieur à 1 sur x, ça veut dire yx supérieur à 1. Donc, tous les points qui se trouvent ici, ils vérifient cette propriété-là, yx supérieur à 1. Si vous prenez un point là, ça ne va pas vérifier, parce qu'ici, y il va être inférieur à 1 sur x. Donc, les points qui vérifient yx supérieur à 1, c'est exactement l'ensemble des points qui se trouvent dans F2. Voilà, maintenant, nous avons vu qu'est-ce que c'est que F1 et qu'est-ce que c'est que F2. Il y a une autre notion qu'il faut comprendre, c'est la distance entre deux points. Vous prenez un point ici, M2, et là, un point M1. La distance, vous la connaissez, la distance euclidienne. Donc, la distance, c'est cette quantité-là. Ça, c'est la distance entre M1 et M2. Donc, pour faire l'exercice, il faut voir comment cette distance elle va varier. Je vais vous donner certaines situations. Si vous fixez M2, et M1 va de ce côté-là, vers le bas.
la distance va tendre vers plus l'infini. Oui. Si vous fixez M1 et M2 va aller dans ce sens-là, dans F2. La distance va tendre vers l'infini. Maintenant, si j'approche M1, en restant dans F1, le M1, si je veux l'approcher à M2, le maximum, c'est ici. Il ne peut pas sortir M1 de F1, parce que M1 doit rester dans F1. Donc, s'il veut se rapprocher de M2, le maximum, il peut venir ici. Et M2. S'il veut s'approcher de M1, le maximum, c'est là. Donc là, ces deux points, ce point-là, il se trouve dans F1 et ce point-là se trouve dans M2. Donc, restons pour ces deux points. La distance, elle est petite. Donc, si on pousse ce point-là vers ce côté-là et ce point sur la courbe, si on va dans ce sens-là, qu'est-ce qu'ils vont faire ces deux points? Donc, vers 0. Elles vont tomber vers Zéro. zéro. Voilà. Donc, il fallait comprendre ce qui se passe dans le schéma pour pouvoir répondre à la question. Donc, ici, vous pouvez, par exemple, pour voir que ça tend vers 0, il suffit de prendre, par exemple, les points de la forme n et 1 sur n. Ça appartient à F1 fois F2. Parce que le premier point, c'est pas ça, pardon. Vous prenez le point N0, il appartient à F1. Vous prenez le point N1 sur N, il appartient à F2. Quelle est la distance entre ces deux points? Je vais appeler ce point-là, je vais l'appeler AN, et là, je vais l'appeler BN. استطعت تشرح لواحد؟ انت فاهم؟ Alors, la distance entre AN et BN, à quoi est égale? Monsieur, N moins N, le tout carré. Plus 0 moins 1 sur N, le tout carré. Le tout dans un racine carrée. Voilà, N moins N, c'est 0. Et 1 sur N moins 0, c'est 1 sur N. Donc, au carré, la racine carrée, c'est 1 sur N. Donc, la distance ici, c'est 1 sur N. Oui. Vous pouvez prendre ce point-là, N, 0. Et le point ici, c'est N, 1 sur N. Donc, la distance entre les deux, c'est 1 sur N. Et cette distance, ça tend vers 0 lorsque N tend vers l'infini. Voilà, donc après avoir compris ce qui se passe dans les dessins, on peut voir les réponses et chercher la réponse qui est correcte et la réponse qui est fausse. Donc, je vais effacer ça pour pouvoir écrire. Je vais laisser juste le dessin pour revenir. Alors, on va regarder la première assertion. Quel que soit epsilon positif, il existe un point dans F1, un point dans F2, tel que la distance entre les deux elle est inférieure à epsilon. C'est faux. C'est vrai. Vous prenez n'importe quel epsilon positif. Parce que nous avons dit que les points AN, BN, la distance entre AN, BN, il est égal à 1 sur N et ça tend vers 0. Si vous exprimez que cette suite tend vers 0, qu'est-ce qu'on va écrire? Quel que soit epsilon positif, il existe le grand N appartenant à grand N, tel que N supérieur ou égal à grand N, qu'est-ce qu'on va voir? Distance de AN, BN, elle est inférieure à epsilon. Vous voyez, vous prenez n'importe quel epsilon, aussi petit que vous voulez, vous pouvez toujours trouver deux points, c'est AN, BN, par exemple, tel que la distance entre les deux elle est inférieure à epsilon. Donc, la réponse 1, elle est correcte. Quelle est la négation de 1? La négation de 1, c'est... Il existe epsilon
strictement positif, quel que soit n à partir de n inférieur n, le dernier part ne regarde pas. Ah, d'accord. Attends, je vais écrire la négation. La négation de 1, c'est-à-dire la réponse 1, la négation, c'est quoi? Il existe epsilon positif, quel que soit M1 appartenant à F1, quel que soit M2 appartenant à F2. C'est la négation de 1. Quel que soit M1, quel que soit M2, la distance entre les deux, elle est supérieure ou égale à epsilon. Donc, est-ce qu'il y a un minorant? Ça veut dire qu'il y a un minorant qui minore toutes les distances de F1 à F2. C'est pas vrai. Parce que vous voyez que la distance ici va tendre vers 0. Plus vous vous éloignez dans ce sens-là, et puis la distance entre les points, il va tendre vers 0. Donc, ce n'est pas vrai. Très bien. Maintenant, regardons la réponse, la deuxième réponse. Il existe un point M1, il existe un point M2, tel que la distance entre les deux points, elle est inférieure à epsilon, quel que soit epsilon. On veut que M1, M2 soit inférieur à epsilon, quel que soit epsilon positif. Est-ce que c'est vrai? C'est faux. Pourquoi? Non, c'est pas. C'est faux. Parce que si ceci est vrai, quel que soit epsilon, si vous faites tendre epsilon vers 0, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver que M1, M2 est égal à 0. Ça veut dire que M1 est égal à M2. Donc, est-ce qu'il existe un point dans F2 qui existe dans F1? Non, monsieur. Parce que l'intersection, c'est vide. Vous avez F1 et F2, ils sont disjoints. Il n'y a pas d'intersection entre les deux. Donc, on ne peut pas trouver un point qui se trouve dans M1 et dans M2. Donc, la 2, c'est faux. Donc, vous voyez que toutes les réponses, ils sont basées sur le dessin. Celui qui ne fait pas le dessin, il ne peut pas répondre à ces questions-là. Hein? Mais là, assurez-vous, il n'y a pas de questions de ce genre-là à l'examen. L'examen, ça va être largement plus simple que ça. Alors, la réponse 3. Il existe epsilon positif tel que quel que soit M1, M2, M1, M2 est inférieur à epsilon. Est-ce que ceci est vrai? C'est faux. La négation est vraie. Mais ça, c'est faux. Pourquoi Oui. c'est faux? Parce que la distance entre M1 et M2 elle peut devenir infinie. Parce que le point M2, s'il va vers l'infini, et ici le point va vers ici moins l'infini, la distance entre les deux va être supérieure ou égale à epsilon. Donc, on ne peut pas avoir ceci. Il n'existe aucun epsilon qui majore toutes les distances entre F1 et F2. Ce n'est pas possible. Donc, il suffit de prendre un point ici et un point de ce côté-là. Il va tendre vers moins l'infini. Et donc, vous ne pouvez pas avoir M1, M2 majoré par un epsilon. Alors, on va terminer avec la 4. Donc, 4. Quel que soit M1, quel que soit le point M2 dans F2, il existe epsilon positif tel que M1, M2 inférieur à epsilon. C'est vrai. C'est vrai, bien sûr. Vous prenez n'importe quel réel, il y a toujours un réel qui est plus grand que l'autre. Donc ça n'a pas, c'est juste pour parler, ça n'a pas de rapport même avec le dessin.
chaque fois que vous avez un nombre réel, vous pouvez toujours trouver un réel qui est plus grand que celui-là. Donc ça, c'est vrai. Et donc, ainsi, on aura terminé cette séance. Donc, essayez, s'il vous plaît, pour la prochaine fois, c'est-à-dire le mardi, Inch'Allah, prochain, essayez de travailler le premier contrôle janvier 2020, chez vous. Essayez d'évaluer, est-ce que c'est facile, est-ce que c'est difficile. Comme ça, vous allez vous entraîner tout doucement pour l'examen. Et donc, voilà, merci pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.